Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette salle virtuelle. Au nom du cabinet Bass Consulting, je vous souhaite la bienvenue. Bass Consulting, c'est votre partenaire privilégié. C'est ce cabinet-là qui tient une mensuelle où une thématique est développée, histoire de vous permettre d'en savoir plus sur les domaines dans lesquels le cabinet s'évertue à donner conseils, formation et coaching. Votre partenaire Bass Consulting reçoit pour le thème ou la thématique de cet après-midi que je me permets de rappeler, nouvelle tendance achat en 2025, un des éminents de la profession achat. Il est consultant en achat et approvisionnement. Il est formateur en entreprises européennes et africaines. Également, il est très outillé et spécialisé en master achat supply chain. Chers participants, le webinaire de cet après-midi va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, je vais installer tout à l'heure le consultant formateur qui va nous entretenir en une demi-heure environ sur la thématique du webinaire. Et juste après, nous allons ouvrir les micros. Nous allons également laisser le chat disponible afin que vous y posez des questions éventuelles. Je viendrai entre-temps, juste après la présentation du consultant, vous présenter quelques nouveautés, quelques dispositions mises en place par le cabinet Bass Consulting, toute chose qui permettra de faciliter les rapports avec ce partenaire privilégié qui est le cabinet. Monsieur le consultant Louis Languenou, Monsieur Louis Languenou, soyez les bienvenus. Merci. Je vous laisse avec les enfants qui sont connectés chacun, tantôt depuis les bureaux, tantôt depuis leur maison respective. Vous avez le micro. Merci. OK. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Excusez-moi, j'ai un peu la voix couverte, mais je pense que vous pouvez m'entendre. Alors, j'ai aujourd'hui le plaisir d'aborder avec vous un aperçu des dernières tendances qui façonneront les achats en 2025. En effet, les achats sont en constante évolution, influencés par les avancées technologiques, les changements de chaîne d'approvisionnement et les nouvelles attentes des consommateurs. Une des premières évolutions est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les achats. Alors, comment l'intelligence artificielle peut transformer les achats? Alors aujourd'hui, on pense que l'intelligence artificielle révolutionnera le secteur des achats en apportant d'abord une efficacité et ensuite une personnalisation sans précédent. Alors, l'IA va transformer les achats d'une part par l'amélioration de l'efficacité, ensuite par l'amélioration des processus et l'optimisation des processus, et ensuite par la prévision de la demande, et enfin par l'analyse prédictive. En effet, l'IA permettra d'identifier les risques potentiels et les opportunités pour aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées. L'intelligence artificielle pourra aussi transformer les achats par l'optimisation du panel fournisseur. L'optimisation du panel fournisseur en analysant notamment les performances des fournisseurs et en vous aidant à sélectionner les meilleurs partenaires et à négocier les contrats les plus avantageux. L'intelligence artificielle pourra aussi transformer les achats par la gestion des contrats. Et enfin, elle pourra aussi transformer les achats par l'optimisation des catégories de produits, ce qu'on appelle les catégories d'achat ou les familles. Alors, en résumé, l'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités pour transformer les processus achats,
en les rendant, d'une part, plus efficaces, plus personnalisés et surtout plus intelligents. Les entreprises qui adopteront ces technologies seront en mesure de gagner en compétitivité, bien sûr, et de mieux répondre aux attentes des clients. Autre point, c'est la digitalisation et l'automatisation. La digitalisation, c'est véritablement une révolution qui est déjà en marche. Alors, qu'est-ce que la digitalisation? La digitalisation, c'est un processus qui permet de, comment dire, euh, qui consiste plutôt à utiliser des technologies numériques pour optimiser et automatiser les différentes étapes du processus achat. Alors, ça englobe bien sûr depuis la demande d'achat jusqu'au paiement, en passant par la sélection des fournisseurs, la négociation, la passation de la commande et la réception des marchandises. Alors, pourquoi digitaliser les achats? C'est la question qu'on peut se poser. Les avantages de la digitalisation sont nombreux. D'une part, gain de temps et d'efficacité. Ensuite, réduction de coûts. Ensuite, amélioration de la qualité des données, flexibilité accrue au sein du service achat et meilleure prise de décision. Alors, les outils de la digitalisation sont notamment les plateformes des procurements, les catalogues électroniques, les outils de sourcing, etc. Alors, autre tendance, c'est le sourcing dynamique. Le sourcing dynamique, c'est une méthode d'achat innovante qui consiste à rechercher et à sélectionner en continu des fournisseurs en fonction des besoins spécifiques et des opportunités du moment. Contrairement au sourcing traditionnel qui est plus souvent statique et basé sur des listes de fournisseurs souvent préétablies, le sourcing dynamique est beaucoup plus flexible et plus réactif. L'objectif est de diversifier le réseau des fournisseurs, d'une part pour atténuer les risques liés aux fluctuations géopolitiques et économiques. L'efficacité et réduire les coûts. Alors, pourquoi adopter le sourcing dynamique? Tout simplement, réactivité accrue au sein du service achat, optimisation des coûts, amélioration de la qualité et diversification des risques. Alors, Nous vous entendons. oui, allô? Oui, nous vous entendons. OK. Quels sont les outils pour mettre en œuvre le sourcing dynamique? Il y a d'abord des plateformes de sourcing, d'e-sourcing, ensuite les réseaux sociaux professionnels et enfin l'intelligence artificielle. Alors les avantages, c'est d'abord le gain de temps, la meilleure visibilité par un accès à une information plus riche, une augmentation du pouvoir de négociation par une meilleure connaissance du marché et enfin une réduction de coûts par l'optimisation des achats. Alors, autre tendance est la robotisation des processus. La robotisation des processus est un véritable levier pour l'optimisation des achats. La robotisation des processus est une technologie qui permet d'automatiser des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, comme celles que l'on retrouve fréquemment dans les services achats, notamment en simulant les actions humaines sur un ordinateur. Les robots logiciels peuvent exécuter des tâches telles que la saisie des données, la vérification de factures, la génération de rapports, etc., etc. Les bénéfices de cette robotisation est le gain de productivité, la réduction des erreurs, bien sûr, l'amélioration de la conformité et encore une fois, la réduction des coûts. Alors, les principaux usages de la robotisation sont les traitements de commandes, la gestion des fournisseurs, le traitement des factures et bien sûr le reporting. Alors, autre
tendance, c'est l'approvisionnement responsable et durable. En effet, les entreprises devront intégrer ce qu'on appelle les facteurs ESG dans leurs décisions d'approvisionnement. Alors, les achats responsables, c'est une démarche vertueuse que prennent aujourd'hui le chemin des entreprises. Les achats responsables représentent une évolution majeure dans la pratique d'approvisionnement. Du simple critère de prix, ils intègrent considérations environnementales, sociales et n'oublions pas aussi éthiques. Alors, qu'est-ce que les achats responsables? Les achats responsables désignent un processus d'achat de biens et de services qui prend en compte les impacts environnementaux et sociaux, tout en favorisant les bonnes pratiques en matière d'éthique et de droits humains. Alors, autre point est l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire? L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui s'oppose au modèle linéaire traditionnel qui est prendre, fabriquer, consommer et jeter. Aujourd'hui, l'économie circulaire vise à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire les déchets, d'une part en favorisant la durabilité des produits, en préservant les ressources et bien sûr en favorisant le développement économique. Alors, les principes fondamentaux de l'économie circulaire, c'est la conception pour la circularité, c'est-à-dire les produits sont conçus dès le départ pour être durables, réparables, recyclables et réutilisables. Bien sûr, l'allongement de la durée de vie des produits, la valorisation des déchets et aujourd'hui, on parlera aussi d'approvisionnement local pour réduire l'empreinte carbone et surtout soutenir l'économie locale. Autre point est la collaboration et la co-création. La collaboration et la co-création sont des concepts qui ont profondément transformé le paysage des achats au cours de ces dernières années, en remplaçant la relation traditionnelle fournisseur-client par un partenariat beaucoup plus stratégique. Ces approches offrent de nombreux avantages, autant pour les entreprises que pour leurs fournisseurs. Alors, qu'est-ce que la collaboration et la co-création? Alors, parlons d'abord de collaboration. Il s'agit d'un travail conjoint entre l'acheteur et le fournisseur, basé bien sûr sur la confiance et l'échange d'informations. Tout ça dans le but d'atteindre des objectifs communs. Pour la co-création, l'objectif est de créer de la valeur ajoutée pour les deux partenaires et in fine pour le client final. Les avantages de la co-création et de la collaboration, c'est l'innovation accrue, l'amélioration de la qualité, le renforcement des relations et aussi l'agilité. Alors, autre tendance, bien sûr, est la veille stratégique. Qu'est-ce que la veille stratégique dans les achats? La veille stratégique est un processus continu de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations permanentes sur l'environnement des achats. La veille stratégique vise à anticiper les évolutions du marché, à identifier les risques et les opportunités et bien sûr à éclairer les décisions stratégiques de l'entreprise en matière d'approvisionnement. Alors, l'objectif de la veille stratégique, tout simplement, c'est la maîtrise des risques, l'optimisation des coûts, l'innovation et bien sûr l'avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Autre point est l'agilité, la flexibilité en achat. L'agilité, la flexibilité, c'est une véritable adaptation aux besoins qui évoluent. L'agilité et la flexibilité en achat désignent la capacité d'un service achat à s'adapter rapidement et efficacement aux évolutions de son environnement.
dans un contexte économique de plus en plus dynamique et parfois incertain, deux notions sont devenues essentielles pour garantir la performance et la compétitivité des entreprises. Alors, parlons d'agilité. L'agilité en achat, c'est la capacité à réagir rapidement aux changements, à s'adapter à des situations complexes et imprévues, à innover en permanence et à collaborer efficacement avec les différents acteurs de la chaîne d'appro. Alors, en achat, on peut dire que la flexibilité, c'est d'abord ajuster les volumes en fonction de la demande, c'est modifier les conditions en fonction des opportunités ou des contraintes, c'est parfois changer de fournisseur rapidement si nécessaire, et enfin, adapter le processus d'achat à des situations spécifiques. Alors, parlons d'autres tendances, c'est la résilience dans les chaînes d'appro. Aujourd'hui, il conviendra d'investir dans l'analyse prédictive et les réserves de stock pour gérer les perturbations. Aujourd'hui, on parle de nearshoring, c'est-à-dire la délocalisation de proximité qui gagnera du terrain à mesure que les entreprises réduiront leur dépendance aux chaînes d'appro mondiales. Autre tendance encore est la gestion des risques fournisseurs. Les acheteurs jusqu'à présent avaient conscience des risques fournisseurs, mais elle devient de plus en plus une priorité stratégique à cause des perturbations économiques, des crises géopolitiques et des catastrophes naturelles. Il est donc essentiel de diversifier ses sources d'appro et de mettre en place des stratégies de gestion proactive des risques. Avec de plus en plus d'éléments perturbants qui proviennent de causes multiples, qu'elles soient sanitaires, environnementales, climatiques, financières ou sécuritaires, la fonction achat sera positionnée en véritable tour de contrôle pour capter les risques d'approvisionnement depuis les premiers signaux d'alerte. Ainsi, la gestion des risques fournisseurs basculera d'une logique souvent réglementaire à une approche plus centrée sur l'anticipation des risques et la continuité d'activité. Dans les autres tendances, on trouve aussi le dual sourcing, c'est-à-dire la double source ou le partage des volumes entre deux fournisseurs afin de réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur. C'est un moyen de sécuriser les sources d'approvisionnement. Autre tendance sont les outils collaboratifs aux achats. Les outils collaboratifs aux achats sont essentiels pour optimiser les processus. Alors, pourquoi utiliser les outils collaboratifs dans les achats? D'abord, pour améliorer la communication, centraliser les informations, optimiser les processus, avoir une meilleure visibilité des dépenses et bien sûr, renforcer la collaboration avec des fournisseurs. Alors, quel type d'outils utiliser? Parfois, les plateformes de gestion de projet, les logiciels de gestion de relations fournisseurs, qu'on appelle les SRM, les, les outils d'e-procurement et bien sûr, les outils de communication d'équipe. Alors, les avantages, bien sûr, de ces outils collaboratifs, c'est le gain de temps et d'efficacité, la réduction de coûts, l'amélioration de la qualité des décisions et bien sûr une meilleure conformité par le respect des politiques et des réglementations en matière d'achat. Autre tendance, la blockchain. La blockchain, c'est un registre numérique décentralisé et sécurisé qui enregistre les transactions de manière chronologique et immuable. Une fois qu'une information est enregistrée dans un bloc, il est impossible de la modifier rétroactivement. La technologie des blockchains devenant de plus en plus mature, elle constituera une nouvelle norme pour les transactions numériques, y compris dans la gestion des contrats et du processus procure-to-pay. Alors, quelques logiciels
Je dirais, il y a ce qu'on appelle Coupa, qui est une solution complète que l'on trouve sur le cloud. Il y a aussi SAP Ariba, qui est une intégration dans le système SAP. Il y a GGR, qui est spécialisé dans les achats complexes. Il y a WeProp, qui est un logiciel d'e-procurement pour des petites et moyennes entreprises. Alors, il y en a plein d'autres, bien sûr. J'aurais pu en citer beaucoup plus. Alors, je vous ai rapidement résumé les nouvelles tendances. Maintenant, posons-nous la question, quelles sont les attentes des entreprises vis-à-vis de leurs services achats et de leurs acheteurs? Alors, les exigences générales des entreprises, on retrouve toujours la réduction des coûts, je dirais l'amélioration de la qualité, la réduction des délais, l'amélioration de la disponibilité des produits et bien sûr le développement des relations durables avec les fournisseurs. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il existe de nouvelles exigences liées à la complexité croissante des achats, qui sont d'une part la maîtrise des risques, ensuite l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris éthiques, bien sûr la digitalisation des achats, la gestion de la complexité des chaînes d'appro, l'innovation. Alors, la définition des compétences clés des acheteurs, je dirais, c'est d'abord l'application de la stratégie. Ensuite, la capacité d'analyse des données, bien sûr la capacité de négocier, l'aptitude relationnelle et l'adaptabilité. Mais à ces compétences clés, l'acheteur doit en rajouter d'autres, c'est-à-dire des compétences techniques, maîtrise des outils numériques, connaissance des marchés, des produits, des fournisseurs, des compétences relationnelles, capacité à négocier, à communiquer facilement, à construire des relations de confiance avec les fournisseurs, des compétences analytiques, aptitude à analyser les données, à prendre des décisions éclairées et à optimiser les processus. Des compétences, bien sûr, stratégiques, avec une vision à long terme, une capacité à s'adapter à un environnement en constante évolution et à développer des stratégies d'achat alignées avec les objectifs de l'entreprise. Bien sûr, aussi des compétences en gestion de projet. On attend de l'acheteur aujourd'hui la capacité à mener à bien des projets complexes et surtout à coordonner des équipes. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, l'entreprise se trouve face à des défis importants, qui sont d'une part la pénurie des talents. Le recrutement d'acheteurs qualifiés est un enjeu majeur pour les entreprises. Autre défi, c'est la résistance au changement, la transformation digitale et l'adoption de nouvelles méthodes de travail peuvent rencontrer des résistances au sein des organisations. Et enfin, la complexité croissante des réglementations. Le métier des acheteurs est en pleine mutation. Pour réussir, les acheteurs devront adopter un profil plus stratégique et plus transversal, en développant notamment des compétences nouvelles et en s'adaptant aux enjeux de demain. Ils deviendront ainsi des acteurs de la performance de l'entreprise. Autre point, l'attractivité du métier par la reconnaissance et la formation. En effet, l'évolution des acheteurs est au cœur de ces défis. Les talents sont pluriels pour refléter la diversité des sujets couverts. Face à tant de défis, la fonction achat aura besoin d'acquérir un panel de compétences diversifiées pour être en mesure de développer et de mettre en œuvre ces nouvelles stratégies, remettant souvent en question les pratiques actuelles. Alors, en effet, la formation et la reconnaissance des acheteurs sont essentielles pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'amélioration de la performance de la fonction achat. Des acheteurs bien formés et reconnus sont plus performants et contribuent bien plus à la réalisation des objectifs. L'attractivité de la fonction achat, une bonne formation et une bonne connaissance
permettent d'attirer et de fidéliser des talents. Et bien sûr, l'adaptation aux évolutions du métier. Le métier d'acheteur évolue, comme je l'ai dit précédemment, avec la digitalisation, etc. La formation et la reconnaissance permettent aux acheteurs de s'adapter à ces évolutions. La formation et la reconnaissance des acheteurs sont des enjeux majeurs pour les entreprises. Elles permettent d'améliorer la fonction achat, d'attirer les talents et d'adapter et de s'adapter, aux évolutions du métier. Alors, la pénurie des talents aux achats, c'est véritablement aujourd'hui un problème. Les causes des pénuries sont nombreuses. D'une part, l'évolution des métiers. D'autre part, aujourd'hui, les compétences recherchées par les entreprises sont des profils de plus en plus pointus. Autre cause, et parfois le manque d'attractivité du métier d'acheteur. Et enfin, face à cette pénurie, la concurrence entre les entreprises vont se dynamiser pour essayer d'arracher les meilleurs talents. Alors, les conséquences, je dirais, c'est d'abord les difficultés de recrutement. Autre conséquence, parfois la perte de compétitivité de la part des entreprises suite à une fonction achat sous-dotée en talents. Et enfin, la conséquence la plus importante, c'est parfois le risque pour la continuité de l'activité dû au départ d'un ou plusieurs acheteurs expérimentés. Alors, pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, pour faire face à cette pénurie, il faut trouver des solutions. Les solutions, il faudra d'une part développer l'attractivité du métier en valorisant la fonction achat en interne et en externe. Il faudra investir dans la formation. Les entreprises devront investir dans les formations continues de leurs collaborateurs pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour faire face à ces nouveaux défis. Il faudra parfois recruter des profils atypiques. Il faudra parfois déléguer certaines tâches. Et enfin, il faudra aussi utiliser les nouvelles technologies. Alors, je dirais en conclusion, aujourd'hui, les achats et la chaîne d'approvisionnement affrontent des défis sans cesse croissants. En effet, si la principale mission reste l'acquisition et la fourniture de produits et de services à un niveau de prix et de service optimal, ainsi que la mise à la disposition des matières à la production ou à la distribution, l'environnement et les parties prenantes en perpétuelle évolution rendent cette mission de plus en plus complexe. Les perspectives 2025 mettent en évidence les principales tendances économiques d'appro, des chaînes d'appro, en mettant l'accent sur l'IA, la durabilité et la résilience dans des domaines essentiels. Les entreprises devront tirer parti de la technologie, optimiser les coûts, renforcer l'adaptabilité de la chaîne d'appro pour s'orienter vers un paysage mondial en pleine évolution. Je dirais qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprises qui resteront passifs face à cette révolution paieront le prix fort en mettant en péril leur entreprise. En revanche, des entreprises qui sauront s'adapter à ces nouvelles tendances et adopter des approches innovantes seront mieux positionnées pour réussir dans un environnement économique de plus en plus complexe. Donc, voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Juste pour information, avec Base Consulting, nous avons mis en place une formation sur ces nouvelles tendances au cours de laquelle je développerai beaucoup plus en détail, bien sûr, tous ces points que j'ai traités aujourd'hui. Je vous remercie et j'attends vos questions. Alors, qui souhaite poser une question? Consultant formateur, merci beaucoup Je vous en pour ce prie.
Vous avez tenu en une demi-heure environ. Oui, Chers participants, de toute évidence, vous avez compris que la fonction achat est une fonction très associée à la thématique de commande publique ou de marché public. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette thématique-là, sur laquelle nous avons surfé cet après-midi avec ce développement dont on a eu droit de la part du consultant formateur, M. Louis Languenou. Le chat est ouvert pour recevoir déjà les questions écrites. Et si, entre-temps, vous avez envie de poser votre question de vive voix, vous levez seulement la main, chers participants. Le micro vous sera ouvert et vous allez poser votre question au consultant. Pour l'instant, je veux bien vous emmener à la découverte de ce que j'ai appelé en liminaire nouveauté. C'est en réalité un ensemble de réformes d'ordre technique que le cabinet a mis en place afin que vous soyez davantage proche de nous. Comme un novice ou comme pour la toute première fois, je vais ici introduire le lien qui conduit au site web du cabinet Basse Consulting. Je sais que là, vous êtes en train de lire l'écran, toute chose qui permettra à ces personnes-là qui n'avaient pas le lien rapidement de le checker. La, la connexion n'est pas très bonne à mon niveau. Alors, on va relancer. Tout doucement. Et voilà, nous sommes sur la page d'accueil. Je vais tout de suite défiler. Oh, ça glisse. L'option menu, accueil. Et juste en bas, nous allons retrouver nos différentes, les prochaines formations. Voilà. Voilà le programme des prochaines activités. Nous avons un séminaire, le tout prochain séminaire qui va se dérouler du 23 avril au 2 mai. Le thème, vous le lisez. Et ce qui est intéressant, allons-y, je défile toujours. Ici, la deuxième prochaine activité qui se tiendra dans la même période, du 5 au 9 mai, porte pour thème nouvelle dynamique des fondamentaux des achats et approvisionnements. Vous constatez, c'est une thématique qui est très associée, très liée à la thématique du webinaire de cet après-midi. oui. Ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure, ce qui fait l'une des réformes du cabinet, vous cliquez sur en savoir plus, donc je vais le faire. Voilà. Quand on clique là-dessus, vous avez la possibilité, vous avez à l'en-tête la thématique qui est réécrite, le formateur, son profil qui s'affiche, les différentes tarifications avec et sans hébergement. Et enfin, quelque part, vous voyez invitation et pro format. Désormais, chaque participant a la possibilité d'établir sa facture et ensuite de la télécharger
Là, ça devient plus simple. C'est l'une des réformes majeures. Je vais revenir dans le forum. Dans le chat, je vois un message que nous a laissé un des participants. Permettez-moi donc de revenir en arrière. Alors, la première question est enregistrée. Monsieur Adaman Saint-Ouni, merci d'être avec nous. Il se présente, je suis Saint-Ouni Adaman, SPM en quête d'opportunités professionnelles dans le domaine de la commande publique. Sa question, c'est de savoir ou de connaître l'avenir des emplois en commande publique avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce secteur-là. Il finit en disant, je crains que les emplois soient supprimés dans les années à venir. Consultant formateur. Voilà. Alors, honnêtement, je ne pense pas que le métier d'acheteur sera supprimé. Je dirais au contraire, il deviendra de plus en plus intéressant, c'est-à-dire que globalement, toutes les tâches répétitives, tout le travail administratif sera, je dirais, du domaine de l'intelligence artificielle, de la robotisation des processus, mais l'acheteur sera là pour véritablement, je dirais, suivre son processus, c'est-à-dire depuis l'expression du besoin jusqu'à, je dirais, pratiquement le paiement de la facture. Je dirais, le rôle de l'acheteur ne changera absolument pas. Il se fera aider par l'intelligence artificielle, mais son rôle ne changera pas. En revanche, je pense que son travail sera plus intéressant parce que, je dirais, il fera véritablement un travail d'acheteur et non pas d'administratif. Voilà, alors j'espère avoir répondu à la question. Disons que je ne suis pas trop du domaine je dirais, du domaine des achats publics. Je suis plus dans le domaine des achats internationaux, mais je dirais, comme pour les acheteurs du privé et comme pour les acheteurs du public, je pense qu'il n'y aura pas, de perte d'emploi, il y aura surtout une évolution de l'emploi, une évolution du métier d'acheteur. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Oui, très bien. Monsieur Saint-Willy Adama est certainement Oui, satisfait. La ok. deuxième question est enregistrée ici dans le chat. Elle dit ceci. Quelle est la différence entre la fonction d'acheteur et celui de spécialiste en passation des marchés? Si différence existe, l'un peut-il s'assurer la fonction de l'autre ou vice-versa? Vous me Alors, permettez, je continue. Il y a une autre question qui est oui, une série de questions de Madame Lucrèce Loemba. Elle se présente, je suis Lucrèce Loemba du Congo-Brazzaville. Elle remercie pour la présentation. Sa première question est celle-ci. Peut-on aujourd'hui parler réellement de la blockchain? Peut-on réellement aujourd'hui parler de la blockchain? Les achats publics avec les contraintes du secteur public? Ah. La deuxième question, dans un contexte où les comportements des consommateurs deviennent de plus en plus versatiles oui. entre exigences de rapidité, de personnalisation, de durabilité et d'éthique, comment la fonction achat peut-elle intégrer cette instabilité en aval pour construire des chaînes d'approvisionnement agiles
résiliente et orientée vers le client final. OK. Alors, je vais répondre déjà à la dernière question, parce que pour moi, elle est plus facile, parce que je n'ai pas trop la culture d'achat public. Donc, vous m'excuserez, mais donc pour répondre déjà à la dernière question, je dirais, c'est ce qu'on a appelé l'agilité. L'agilité au niveau des achats, c'est la capacité à répondre rapidement aux évolutions du marché, c'est-à-dire aux évolutions du marché à l'achat, mais aussi à répondre à l'évolution du marché à la vente, c'est-à-dire aux besoins des consommateurs. Et si vous voulez, l'intelligence artificielle, la digitalisation des achats, l'agilité au niveau des achats vont faire que on aura plus d'informations fiables pour répondre aux besoins des consommateurs. Quand je dis agilité, c'est-à-dire que au travers des analyses faites, des analyses prédictives, par exemple, pour estimer la demande, je dirais, nous aurons nous aurons pratiquement toutes les informations pour pouvoir répondre à des clients de plus en plus exigeants. Ça, c'est la première réponse. Concernant la blockchain, je pense qu'on est encore au début de cette blockchain. Je dirais, elle est actuellement en perpétuelle évolution et je pense que pour l'instant, elle n'est pas totalement fiable. Maintenant, je pense que dans les 2-3 ans qui viendront, beaucoup d'entreprises utiliseront cette blockchain pour pouvoir avoir la certitude que l'ensemble des informations qui seront enregistrées seront totalement fiables. Y a-t-il une autre Bien. question? Oui. Oui, nous allons revenir au premier volet de Oui, la question de Madame Lucrèce, oui. qui dit, peut-on aujourd'hui parler réellement de la blockchain, des achats publics avec les contraintes du secteur public? Alors, j'ai quelques problèmes pour répondre parce que ne connaissant pas bien la commande publique, mais je dirais la blockchain, c'est quoi? C'est une chaîne de valeur qui a tendance, je dirais, à noter l'ensemble des opérations réalisées, je dirais, en notant, je dirais, les acteurs et en même temps les dates pour permettre de suivre véritablement l'évolution. Donc, je pense que cette blockchain est aussi utilisable dans la commande publique. Enfin, je ne connais pas suffisamment, mais il me semble que ça doit être possible. Formidable. Ici, il y a M. Saint-Ouni Adama qui remercie le formateur et rassure qu'il a eu satisfaction par rapport à la question posée O- plus haut. Ok, merci. Une question, celle de M. Franck Tossou, qui veut connaître la différence entre achat et approvisionnement. Ah, alors, je dirais l'achat va depuis l'expression du besoin jusqu'au passage de la commande. Les approvisionnements, je dirais, prennent ensuite, je dirais, une fois que la commande est passée, les approvisionnements sont chargés de faire rentrer le matériel au sein de l'entreprise. Alors, je dirais que les achats ont un rôle stratégique, les approvisionnements ont un rôle opérationnel. Quand je dis stratégique, c'est-à-dire que globalement, il va falloir trouver des fournisseurs, je dirais sélectionner les bons fournisseurs, ensuite passer les commandes, rédiger des contrats si nécessaire, alors que les appros, je dirais, le premier rôle des appros, une fois que la commande est passée, c'est de vérifier le retour de l'accusé de réception de commande, qui est, n'oubliez pas, c'est un document juridique. Ensuite, ils sont chargés de faire les relances, que ce soit des relances préventives ou des relances curatives. Ils sont là aussi pour
les réceptions marchandises, bien sûr, ce n'est pas eux qui font les réceptions, mais ils sont là en cas de défaut, c'est eux qui interviennent, bien sûr, pour régler les litiges liés à la qualité ou liés aux quantités. Et bien sûr, aux problèmes de transport. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Monsieur Franck Tossou, qui est toujours dans le webinaire, s'il est satisfait, il nous laissera un mot. OK. Et quand je feuillette par ici, il n'y a plus d'autres questions. Attends. OK. Ah oui, Monsieur Abdulkader Savané, Oui. sa question, sa question est celle-ci. Quelles sont les actions à mener pour légitimer sa position à lui en tant qu'acheteur? Alors là, c'est important que je lise donc son profil. Il a commencé par nous présenter son profil. Mmh. Je suis Abdulkader Savané, acheteur projet, formé Oui. initialement en sociologie de l'économie. Oui. Puis, il est actuellement en pleine reconversion professionnelle avec à Mmh. la clé 3 ans au niveau de la fonction achat. Il dit en tant que, avec son profil qui est atypique, quelles sont pour lui les actions à mener pour légitimer sa position en tant qu'acheteur? Il souhaite de vous euh, des conseils. Voilà. Oui. Alors, je dirais, j'aurais tendance à dire déjà, il a 3 ans de métier d'acheteur en tant qu'acheteur projet. Bah, déjà, c'est un moyen de légitimer son profil et son métier. Ensuite, je dirais, bah, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de légitimer son travail d'acheteur, c'est d'apporter à l'entreprise ce qu'elle attend, c'est-à-dire que ce soit, des réductions de coûts, que ce soit de l'amélioration de la qualité, que ce soit la réduction des délais, que ce soit de l'innovation. Je dirais, au travers de tout ça, vous allez légitimer auprès de votre direction, votre poste. Et bien sûr, derrière, il est certain que, compte tenu des nouvelles tendance, il va falloir se former, d'une part, au travers de l'intelligence artificielle, mais surtout à la digitalisation, je dirais, à la robotisation des processus, mais généralement, ça se fera au travers de l'achat de logiciels. C'est pas vous qui allez acheter, mais c'est vous qui allez l'utiliser, qui allez prouver votre capacité au travers de l'utilisation de ces logiciels. J'espère avoir répondu à la question. Merci, consultant. Je vous en prie. Une autre question, celle-ci laissée toujours par Monsieur Franck Tossou, bien certainement qui n'a pas été satisfait. Il dit, est-ce que l'achat ne prend-il pas en compte déjà l'approvisionnement? Alors, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où l'achat et l'approvisionnement se trouvent exactement dans le même service. Et là, on peut dire que l'acheteur fait son métier d'acheteur et d'approvisionneur. Aujourd'hui, on a plus tendance à séparer les achats de l'approvisionnement et on rattache l'approvisionnement à la logistique. Alors, à la logistique parce que effectivement les appros sont là pour faire rentrer le matériel au sein de l'entreprise. Donc, je dirais tout dépend de l'organisation de l'entreprise. Mais aujourd'hui, la tendance est plus de séparer les achats des approvisionnements. Donc, mais on trouve encore dans des entreprises, on trouve encore un métier d'acheteur, approvisionneur, c'est-à-dire que
il fait tout de bout en bout, hein, depuis la recherche de le sourcing jusqu'à la réception des matériels. Donc, effectivement, parfois, il n'y a pas de différence. Très bien, très bien. Une autre question, celle de Monsieur Parfait Mensa. Il souhaite savoir si l'enregistrement du webinaire, si il l'aura. La Alors, réponse est oui. oui, Comme et moi, j'ai et je peux aussi vous envoyer le compte rendu du webinaire. Alors, par écrit, hein, c'est sous Word, donc je le transmettrai au sein de Bass Consulting qui sera chargé de faire la diffusion. parfait, parfait. Merci beaucoup, consultant. Je vous en À, prie. à cette réponse que vous venez de donner, je vais rappeler à nos participants que le cabinet dispose d'une chaîne YouTube, chaîne sur laquelle ce webinaire sera diffusé, sera publié dans les tout prochains jours à travers nos différents canaux. Ils seront informés. Il y a Monsieur Parfait. Oui, lui, il est satisfait, il est content. OK, Il dit merci pour la présentation. merci. Merci à vous aussi, et à Monsieur Savané. Merci. Consultant, deux questions que je vais lire rapidement. La première est celle Oui, de Monsieur Dorel Loemba. oui, Il dit, dans les contextes où les retards d'exécution proviennent souvent d'un décalage entre les spécifications techniques initiales et les réalités sur le terrain, quelle approche innovante recommanderiez-vous, il s'adresse aux consultants, pour renforcer l'alignement entre les acheteurs, les bénéficiaires et les fournisseurs depuis la phase de planification? ouais. Alors, je dirais que c'est véritablement un problème que tous les acheteurs rencontrent, c'est-à-dire la difficulté de comprendre le besoin émis, c'est-à-dire que parfois, effectivement, hein, la demande est totalement incomplète. Alors, aujourd'hui, quelles sont les solutions? Ben, alors, il y a des formations de plus en plus fréquentes où on met en phase je dirais, les demandeurs, c'est-à-dire les prescripteurs, ceux qui émettent le besoin, et les acheteurs. C'est-à-dire qu'on les forme à la rédaction des cahiers des charges pour que les acheteurs et les utilisateurs et les prescripteurs soient en mesure de se comprendre. Alors, ce que je regrette aujourd'hui, et je le dis assez souvent, c'est que la plupart du temps, les acheteurs sont écartés de la rédaction des cahiers des charges. Or, je pense que l'acheteur a son rôle à participer au cahier des charges pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord, on n'est jamais un si bon acheteur que si on connaît bien le produit que l'on achète. Et donc, pour comprendre le produit que l'on achète, bah, le mieux, c'est de participer au cahier des charges, surtout lorsque le cahier des charges est un peu complexe. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, parce que parfois dans le cahier des charges, il y a des informations qui sont soit des informations provenant de l'acheteur ou provenant des achats ou nécessaires, je dirais, à mettre dans le cahier des charges. Donc, le fait que l'acheteur participe et, à la rédaction du cahier des charges est une solution à tous ces problèmes. Alors, il est certain qu'on a souvent rencontré ce genre de problème, hein, où on nous demande d'acheter un mouton à 5 pattes, sachant que sur le marché, il n'existe pas de mouton à 5 pattes. Donc, effectivement, donc il faut effectivement se rapprocher la plupart du temps du prescripteur et de lui faire comprendre que ce produit n'existe pas sur le marché et donc il convient de trouver d'autres solutions. Très bien. Le webinaire doit tenir dans 60 minutes. Je Oui, l'ai fait savoir au début.
Je vais vous libeller les deux questions Oui, encore dans le cadre. La première, euh, le consultant a parlé de facilité de changer d'acheteur. oui, Comment avantage dans la flexibilité comme avantage dans la flexibilité des marchés ou des achats? Sa question est celle-ci, Monsieur Youssif. Est-ce que cela ne va-t-il pas à l'encontre des procédures de la commande publique en matière de mise en concurrence? Donc, consultant, je lis en même temps la question qui suit, ouais. Alors, celle de monsieur. excusez-moi, j'ai pas compris la première question. Je la reprends donc. Oui, Il dit ceci, dans les contextes où les retards d'exécution, oui, non, je vais monter un peu. ah oui, Il dit, le consultant a parlé de la facilité de changer d'acheteur, oui. induite, une facilité induite comme avantage dans la flexibilité des achats. Oui. Est-ce que cela ne va-t-il pas à l'encontre des procédures de la commande publique en matière de mise en concurrence? Dans le cas où il y a concurrence, c'est cela. Et la concurrence ne concerne que les fournisseurs, ne concerne pas les acheteurs, à mon avis. Alors, je ne suis pas spécialiste de la commande publique, mais je dirais dès l'instant où, vous savez, dans les entreprises, et je pense que dans les services publics aussi, il y a parfois, je dirais, des changements de poste au travers des acheteurs, et on peut changer d'acheteur. Je vois pas où est le problème. Maintenant, je ne connais pas suffisamment le métier des achats publics. Très bien. Alors, il y a un échange très intéressant ici. Oui, Le participant, monsieur Agbobli, qui dit ceci, quelle est la place du magasinier dans le processus d'acquisition? Et à cette question, M. Poubin a essayé de répondre dans le chat et dit, c'est un autre participant, et dit, le magasinier est au niveau de l'approvisionnement, oui, c'est-à-dire gérer le stock ouais. enregistré Et après alors, mise en œuvre du processus d'achat. oui, À cela, votre... oui, alors, effectivement, comment, le gestionnaire de stock ou le magasinier, effectivement, fait partie du service de la logistique. C'est-à-dire que globalement, il est là pour surveiller ses stocks. Alors, quand on dit qu'il fait partie du processus d'acquisition, pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'est pas dans l'acquisition, il est juste simplement dans la logistique et dans le stockage. Alors, je veux juste attirer votre attention quand on parle de stock. Effectivement, hein, le stock est quelque chose d'important et aujourd'hui, quand on connaît le coût administratif d'un stock, il faut savoir qu'un stock coûte à peu près 20% de sa valeur par an en frais administratifs. Quand je dis en frais administratifs, c'est le loyer de l'argent immobilisé dans les stocks, c'est le coût de gestion des stocks, le coût de magasinage, etc. Donc, quand on sait que ça représente 20%, on essaye effectivement, les entreprises, et y compris les acheteurs, essayent de limiter à leur strict minimum les stocks. Donc, le magasinier, pour répondre finalement à la question, le magasinier fait partie de l'approvisionnement et de la logistique et non pas de l'acquisition des produits. Par contre, le magasinier peut être un prescripteur, c'est-à-dire qu'il peut émettre des demandes d'achat pour renouveler son stock. Voilà. J'espère euh, avoir répondu à la bien, question. la nuance a été bien présentée. OK. Oui. Alors, dans le chat, il n'y a plus de questions. Je vais déjà OK. dire à nos participants que, à l'instant, j'ai laissé dans le chat les différents liens. Le tout premier, celui-là qui conduit
le lien du site web du cabinet et celui de la chaîne YouTube que vous allez retrouver. Monsieur Agboubli, c'est très clair pour lui, il est désormais satisfait. D'accord, merci. Merci à vous aussi. C'est grâce aux explications que vous avez apportées, monsieur le consultant formateur. Les participants sont satisfaits et c'est vivement ce que nous souhaitons à travers l'organisation de façon mensuelle des webinaires. Chers participants, retrouvez-nous à travers nos différents canaux. Allez sur notre site, vous avez la possibilité d'aller, de venir, je veux dire de fouiller toutes les pages virtuelles du site web. Vous allez y trouver des thématiques qui vont forcément vous accrocher. Vous avez la possibilité de générer, comme je l'ai montré tout à l'heure, les proformas liés aux formations que nous vous offrons. Également, la possibilité pour nous d'offrir des formations en intra et la possibilité pour nous de nous déplacer dans vos cadres institutionnels, dans vos cadres de travail, selon l'organisation que vous aurez souhaité qu'on mette en place. Merci une fois encore. Il est Merci 17 à heures. vous. Monsieur le consultant, permettez-moi de rappeler aux participants que toutes les horaires que nous fixons sont en GMT. Donc, pour ceux-là qui sont par exemple à Cotonou, c'est l'heure GMT plus 1, c'est cela. Ceux-là qui sont à Lomé, oui. Et tous les autres participants, tenez compte, s'il vous plaît, des horaires que nous fixons. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver pour nos prochaines conversations. Très bonne soirée à tous. Merci, monsieur le consultant. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. 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 Merci beaucoup pour ce